Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Hélène Sobral, qui est marketing manager chez NewCity, une start-up portugaise spécialisée dans l'agriculture urbaine pour les entreprises. NewCity, c'est une start-up qui est étonnante et prometteuse. Elle compte sur une petite équipe d'une dizaine de passionnés, pionniers de l'agriculture urbaine au Portugal, et qui a choisi de se développer en France et à l'international pour réaliser sa mission. 70 clients, un rebranding et un site traduit en 3 langues plus tard, Hélène nous raconte tout de cette jolie pépite qui compte de très beaux clients comme l'UNESCO à Paris ou Microsoft à Lisbonne. Petit clin d'œil à Isabella Salusti, qu'Hélène recommande à la fin de l'épisode et que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'un tour de France sur l'alimentation durable en 2017. C'est vraiment une femme exceptionnelle dont je vous invite à découvrir le projet Casa Salusti dans le sud de la France. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux qu'Hélène nous partage. Et au fait, n'hésitez pas à laisser vos remarques et à mettre 5 étoiles au podcast s'il vous a plu, ça m'aide beaucoup. Bonjour Hélène, ravie de t'accueillir sur le podcast Business Positif. Bonjour Mélodie, je suis ravie d'être là avec toi. Et puis qu'on y arrive, parce qu'au final on avait eu un petit souci de son une autre fois, donc on a dû déplacer cet enregistrement, mais c'est bon. C'est bon, ouais. On est parti. On va parler aujourd'hui de NewCity, qui est une entreprise hyper intéressante pour laquelle tu travailles. Est-ce que tu peux m'en parler? Et en fait, j'avais envie même, avant qu'on rentre dans le sujet de sa raison d'être, la genèse du projet, que tu me dises un peu comment ça se passe au contexte de crise. On enregistre là, on est en juillet 2021. Pour les jardins, comment ça s'est passé pour vous et comment vous voyez un peu les choses là en ce moment? Oui, donc est-ce que je vais peut-être un petit peu expliquer que NewCity effectivement fait une entreprise d'agriculture urbaine, donc ouais, et que nos clients sont essentiellement des entreprises. C'est pour un petit peu replacer l'entreprise. Et effectivement, ça a été une période pas facile avec l'arrivée du Covid, donc depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Puisque les entreprises ont fermé, enfin surtout quand les employés n'ont plus pu avoir accès à leur lieu de travail, et qu'on a dû un petit peu jongler avec ce qu'on avait et adopter pas mal la visio pour rester en contact des collaborateurs qui venaient au jardin régulièrement. Parce qu'en fait, c'est ça, les collaborateurs continuent de venir au jardin? Eh bien, ça dépend vraiment des entreprises, en fait. C'est très variable. Donc, il y a des grandes entreprises, en général, qui ont été les plus strictes et qui ont complètement fermé leurs locaux. Des plus petites, plus souples, et puis quelquefois qui n'ont pas le choix que de venir travailler sur place. Et donc, ça a été très, très variable et on s'est adapté. Voilà. Okay. Tu m'étonnes. Bon. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant de placer le contexte déjà de là, la période dans laquelle on est, qui est très particulière, pour que tu nous racontes cette entreprise, cette aventure d'agriculture urbaine pour les entreprises. Donc du coup, on va faire un petit rétro-pédalage. NewCity, start-up créée en 2013 au Portugal. Tu nous racontes? Oui, tout à fait. Donc, NewCity a été créé par José Ruivo et 2 partenaires au départ à Porto. Et il a créé un bac potager qu'il a appelé intelligent au départ parce qu'il a une réserve d'eau en fait intégrée. Et c'est un bac que n'importe quelle personne peut installer chez soi et qui facilite l'agriculture. Donc son idée vraiment au départ, c'était d'apporter l'agriculture en ville et de la rendre facile. De pouvoir partir en week-end et ne pas faire d'erreur d'arrosage puisque les plantes se nourrissent par capillarité. Oui.
Et donc, il c'était y a plutôt une cible particulière à la base. Au départ, c'était une cible particulière. Et puis, au fil des années, du temps, de la demande, on s'est aperçu qu'il y avait un grand intérêt, en fait, pour ce qui est, on va dire, je vais l'appeler ça collectif, et pour la société. Donc, que ce soit en entreprise, les écoles, les lieux d'habitation, en fait, les copropriétés. Ça peut être quelquefois, pourquoi pas dans des lieux de santé. J'ai vu aussi des hôtels et restaurants, des collectivités, voilà. Hôtels et restaurants, en fait, il y a eu une demande petit à petit, et ça a pas mal commencé d'ailleurs au Portugal avec les hôtels et restaurants, Ok. avec des chefs et des grands chefs qui avaient envie de pouvoir s'approvisionner hyper localement, quand ils ont la chance d'avoir un espace, un toit, une terrasse, et de pouvoir cultiver, bon, soit c'est des légumes, mais ça c'est pas toujours évident pour les quantités, mais au minimum des herbes, Bien et quelque sûr. chose vraiment ultra fraîche à portée de main. Et alors, est-ce Voilà. que tu peux me raconter un peu toi, ton histoire, ton parcours? J'ai l'impression que tu as fait un revirement green en 2008, tu me dis si je me trompe. Aujourd'hui, tu es en charge de la gestion des clients professionnels chez Newcity et du réseau de growers. Donc, tu vas nous parler un peu de cette notion des growers locaux en France et en Belgique. Tu peux me raconter un peu ce qui t'a amené à là? Alors oui, alors en fait, toute petite erreur. Enfin, moi, je suis plutôt en charge du marketing. J'ai fait pas mal de choses, donc je suis aussi Ouais. en charge des. Enfin, je me suis pas mal occupée des ventes pendant un moment, mais là, je me suis vraiment plus concentrée depuis un an sur le marketing. Ok. Comment je suis arrivée là? Je suis arrivée là. Après, j'ai fait je sais pas si j'ai fait des revirements, mais moi, j'ai été expatriée. Aux femmes d'expatriés, comme on appelle, pendant 15 ans. Ouais. Donc, j'ai pas fait un tour du monde, mais je me suis beaucoup baladée. Et je suis revenue en France en 2016. Ouais, c'est ça, 2016. Et, hum, et j'ai eu envie, comme beaucoup, de cultiver sur mon petit bout de balcon et de commencer à m'intéresser à ça parce que moi j'étais pas du tout proche de l'agriculture. J'ai pas du tout des grands-parents qui cultivent ou des parents. Donc j'avais, comme beaucoup, envie d'apprendre un peu voilà, à Ok. savoir comment les choses poussent. Puis j'ai rencontré Nocity en fait, tout bêtement par Internet, en recherchant un produit pour moi, et puis en les contactant parce que ça me plaisait, parce que j'ai un lien avec le Portugal Ok. et que je parle le portugais. Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi je les aiderais pas, Génial, tout simplement. tout simplement. Et ils étaient en France à ce moment-là déjà? Oui, ils étaient en France, tout à fait, pour ce qui est vraiment bac, donc purement vente aux particuliers. D'accord. Et le revirement, entre guillemets, faire plus potager collectif, collaboratif, s'est fait après. On l'a engrangé l'année qui a suivi. Voilà. D'accord. Et j'ai vu, mais alors du coup tu me dis, parce que peut-être qu'aussi les informations, alors il me semble que c'était sur ton LinkedIn que j'avais vu tout ça, donc si ça se trouve ça évolue aussi, mais j'avais vu que tu étais très investie sur les notions de bien-être au travail et de la nature en ville, que tu allais souvent voir les différents potagers New City pour rencontrer les entreprises et les salariés. Est-ce que c'est toujours d'actualité du coup Oui, oui, ah bah, bien sûr. Pourquoi installer un potager, voilà, en entreprise, c'est avant tout une démarche RSE et Ouais. de bien-être pour les Et entreprises. QVT, oui, c'est ça. Ouais, QVT et, et en gros, c'est apporter du bien-être, des bons moments de relaxation, parce que dès qu'on déconnecte en fait avec les mains dans la terre, Ah oui, c'est assez magique. c'est extrêmement magique, même dans le milieu du travail. En général, ça se fait surtout à l'heure du déjeuner, mais c'est aussi un excellent lieu en fait pour connecter les gens, donc pour créer du lien en fait. Donc Ouais. ça peut être lien intergénérationnel, lien entre services. Ça permet de se relaxer puis de découvrir un peu les gens, parce que ça peut être des jeunes qui en savent plus que des gens enfin, voilà, Bien plus sûr. matures sur l'agriculture et vice versa. Donc il y a pas mal d'échanges qui se créent. Donc c'est un excellent moyen d'apporter Ouais, de du créer lien du lien. social, de créer du lien, voilà, en entreprise, mais aussi dans des lieux de vie. Hein, donc ça se fait beaucoup aussi sur des lieux d'habitat. Ok. Et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la culture de l'entreprise Nocity? Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de personnes? Combien en tout? Combien en France?
C'est quoi un peu la vision de développement, la mission que s'est fixée cette entreprise de son fondateur? Alors, en fait, au total, nous sommes 9. Il y a 6 personnes au Portugal et nous sommes 3 en France. Ok. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, les personnes qui travaillent en amont. Et on a un réseau de growers qui sont nos jardiniers locaux. Donc là, ils sont une quinzaine. Donc ça, c'est des personnes indépendantes. Donc il y en a 3 au Portugal et 12 en France-Belgique. Donc c'est 15-16 en fait. Enfin, Ok. on va dire 2 très actifs. Non, ils sont 3 maintenant, donc c'est 16. 3 très actifs au Portugal. Oui, je cherche parce qu'il y a une nouvelle qui vient d'arriver, donc je pense à ça. À Lisbonne, mais effectivement, donc il y a un réseau. Donc c'est en fait c'est une espèce d'entreprise à voilà. Donc il y a l'entreprise même et puis le support. Nous sommes en fait en gros le support. Et puis ceux qui sont très actifs en fait sur le terrain et qui sont indépendants, c'est nos jardiniers animateurs potagistes qu'on appelle growers, puisque comme on est une entreprise internationale, on a voulu utiliser un mot anglais pour faciliter le passage d'un pays à l'autre. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc d'ailleurs, il y a vraiment un lien fort international. C'est ce qu'on essaye de créer en fait, de garder du lien entre les différentes équipes. Entre les différentes, entre les différentes équipes. Et puis pour reparler un peu de la mission de New City, c'est vraiment notre but, c'est de créer des communautés autour du potager. En fait. Donc voilà, la mission est de connecter, que chacun se connecte, bien sûr à soi-même, en se retrouvant bien au jardin, aux autres, et puis à la nature. Donc c'est vraiment faire ce lien total. C'est ce qu'on cherche à faire. Et est-ce que vous avez des dimensions dans ce que vous transmettez, agroécologie, permaculture, ce genre de choses, dans les manières de justement cultiver? Oui, bien sûr. En fait, la culture, donc en gros, on propose donc c'est donc un bac hors sol. En fait, la solution New City est de cultiver en hors sol, mais ça n'empêche bien sûr pas de suivre complètement les principes de l'agriculture biologique. Et donc de n'utiliser aucun pesticide, aucun produit chimique, de trouver toutes les façons le plus naturelles possible de cultiver. Et quelque part, en fait, ce qu'on se passe, c'est un substrat en fait, donc une terre, on va dire que l'on met dans les bacs, et on vient nourrir. On est obligé, comme c'est pas en pleine terre, d'enrichir cette terre avec des engrais naturels régulièrement. Du coup, on n'est pas obligé de faire obligé de suivre ce qu'on appelle les principes de permaculture, de faire des rotations de culture régulières, voilà. Puisqu'en fait, en milieu hors sol, c'est un petit peu différent. En fait, on vient nous renourrir la terre. Donc, il y a plusieurs engrais possibles. Je ne suis pas la spécialiste, mais en fait, on apporte différents types d'engrais qui peuvent venir de guano d'oiseaux, etc. Enfin, c'est des mélanges adaptés que l'on fournit suivant le type de culture qu'on fait. Enfin, si c'est très productif ou juste de la culture, on va dire, de loisirs, on enrichit plus ou moins. Et en fait, du coup, donc l'entreprise, elle naît en 2013, donc au Portugal. On va parler parce que vous avez des beaux clients, vous avez fait des beaux projets, donc ça va être chouette de savoir un peu sur une toute petite équipe comme ça, comment vous avez pu avoir ces contrats et comment vous gérez. Mais au-delà de ça, est-ce que tu peux me dire un peu comment l'entreprise a commencé à se faire connaître? Ça a été quoi la stratégie de développement? Alors oui, ça a été petit à petit. Alors au Portugal, c'est une entreprise qui est pionnière. Ouais. En agriculture urbaine, donc je vais pas dire que c'est facile, mais on va dire que ça a été un peu plus facile, surtout au niveau presse en fait de communiquer. Donc c'était d'ailleurs en 2013. Bon, moi j'étais pas là, mais je pense que même en termes de produit lui-même, je pense qu'ils étaient totalement innovants. De toute façon, c'est même un produit innovant parce qu'il n'y a pas de concurrents. Enfin, il y a des concurrents, mais qui sont pas exactement l'équivalent de ce produit-là. Même en Europe, il faut aller peut-être jusqu'en Australie pour trouver des choses à peu près hallucinantes. Et puis pour tout ce qui est en fait service, donc en fait en gros
installer un potager et avec un jardinier qui vient entretenir et animer surtout le potager tous les mois. Ça s'est fait assez naturellement en fait au Portugal. Alors bien sûr beaucoup d'efforts commerciaux, hein, mais ça c'est qui s'est fait au fur et à mesure. Oui. Et au niveau presse, on a eu beaucoup de retentissement en fait au Portugal puisque c'est assez nouveau l'agriculture urbaine. Et Ok. et les clients, je dirais, oui, parce qu'effectivement, on a des clients comme Natixis, Microsoft, etc. Euh, ils, ils ont, ils étaient mûrs, je pense, pas mal. Alors, il a fallu bien sûr leur expliquer, mais pas mal ont beaucoup d'employés en fait qui sont face à leur Déjà ordinateur en dans ça. IT. Ouais, Ah oui. ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup euh, ils sont très très à l'écoute en fait de cette solution parce que ce sont des bureaux qui ont pas loin de 1000 personnes, de gens qui sont dans leur ordinateur toute la journée, donc beaucoup en informatique en fait. Oui. Et ils ont très vite compris l'utilité, le besoin de pouvoir avoir des activités en plein air en fait, et Bien sûr. pour le bien-être, Et, voilà. et pour revenir sur le développement, justement, tu parles de Natixis de Microsoft, on va aussi parler du projet UNESCO. Vous êtes aussi à l'université ou à l'école de Porto, il me semble. Ouais, Est-ce tout que à tu peux fait. me dire concrètement comment se sont passés, parce que tu sais, sur vraiment cette notion de business et d'impact, vraiment le sujet de ce podcast-là, comment ça s'est passé, la prise de contact? C'est-à-dire que vous aviez des gens en interne, vous avez pu les contacter et puis entrer, ou bien c'est juste que comme le produit, comme tu dis, il y avait vraiment un terrain propice à ça, du coup vous avez fait une prise de contact et assez rapidement on vous a dit qu'ils étaient intéressés. Comment ça s'est Alors, passé un alors peu? quand c'est des entreprises type Fayette, Natixis, etc., ça ne se fait jamais en un jour. C'est jamais des projets qui se décident si rapidement que ça. Enfin, C'est pour ça. c'est rarement des projets qui se décident très rapidement. Et là, c'est assez variable. L'interlocuteur peut être les ressources humaines, le responsable RSE. Ok. Et quelquefois, enfin c'est même très souvent la personne chargée en fait des opérations en fait grosso modo du bâtiment. Sécurité a aussi beaucoup son mot à dire. Donc Ah là, oui, d'accord. donc là tout dépend de la communication. Donc il faut en général que les étoiles soient bien alignées pour que Ouais. tout le monde soit assez d'accord et qu'aussi le chef d'entreprise aussi il voit bien sûr un intérêt qui peut être aussi un intérêt de com aussi. Hein, c'est variable. Hein, Bien sûr. quelquefois il peut y avoir aussi une part communication. Donc c'est surtout pour les grands projets. En général, ça prend un certain temps, le moment de décision. Il peut être de 3 mois, il peut être de 6 mois. Mais il est quelquefois, et ça nous est arrivé là très récemment, mais hyper court, de une semaine ou 3 semaines ou moins d'un mois. Et Ok. particulièrement, on l'a vu en fait avec cette période de déconfinement, enfin entre confinement, C'est ça. non, mais parce qu'en fait, vraiment, une envie, et en général, du coup, pour le coup, là, c'est vraiment le chef d'entreprise qui dit, allez, ok, on y va, parce que un besoin d'agir et de faire quelque chose pour faire des choses en fait ensemble. Et au jardin, du coup, au jardin, même si on garde le masque, là, c'est un petit peu plus cool en ce moment, mais enfin, on est tellement dans plein de périodes et suivant les endroits, les villes, enfin, c'est différent. Ouais. Et les Non, mais entreprises, c'est sûr que c'est plus simple de partager un moment en espace c'est ça, extérieur en ce moment, c'est même ça, avec c'est ça. masque, c'est clair. Et Voilà, vous avez voilà. combien de clients aujourd'hui? On a à peu près 70, là, j'ai pas fait le compte Parce que moi, récent, c'est mais ça que j'ai trouvé assez sympa quand justement Cassandre m'a contacté pour qu'on puisse échanger. C'est qu'en fait, vous êtes une petite équipe avec des belles références clients et au final, avec quand même un nombre de clients. C'est-à-dire que tu dis que vous êtes 9 pour gérer donc en même temps l'aspect commercial, la logistique, la mise en place sur 2 pays différents pour gérer 70 clients. oui, ça choque on n'est pas tous à plein temps. Enfin, moi, oui, mais pas tous. Mais oui, on est une petite équipe assez réactive. Mais c'est ça, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Parce que c'est assez étonnant. Alors après, c'est peut-être aussi lié au sujet, enfin, au sujet même et puis au fait qu'il y a des growers, mais ça me paraît énorme. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est tous arrivés. Enfin, je le sais parce que chez New City,
par conviction en fait. C'est pas forcément Nous City qui est venu nous chercher, c'est nous qui sommes venus Nous City. Donc il y a une espèce de conjonction, je ne sais pas, d'esprit, d'étoiles. Donc on est tous motivés par la même chose. Donc c'est clair que c'est une équipe de passionnés. Ouais. Et on est convaincu que voilà, enfin on aime on aime entre guillemets ce qu'on vend. Et particulièrement si je pense à Yann ou Pedro, qui sont entre guillemets les deux personnes qui dirigent les autres growers, là, les chefs growers, je vais les appeler, qui ont contribué à construire le réseau. Ce sont vraiment des gens reconnus, les deux, chacun dans leur pays, donc Pedro au Portugal et Yann en France, vers qui beaucoup de growers français, qui ont monté leur structure un peu partout en France, se tournent. Ok. Parce que par leur passion, parce que par exemple Yann avait monté sa structure culture d'entreprise, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est il y a 4 ans, il y a 5 ans, sur Nantes. Lui, il travaillait en entreprise avant, je ne sais plus s'il faisait de la logistique, quelque chose comme ça, et il a compris en fait. En général, toutes les personnes qui font ce métier-là, ce sont des gens qui ont avant eu un métier plus classique en entreprise et qui ont compris l'intérêt, ou se sont formés en agriculture, permaculture, et et désirent partager leurs connaissances et ramener ça dans les entreprises, le transmettre. Donc il y a vraiment, donc ils savent le besoin, ils savent en parler, ils savent le vendre, en général, assez bien. Et du coup, en fait, c'est un peu comme des ambassadeurs, parce que c'est quoi le modèle économique au final? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est eux ils sont à leur compte et ils vont vendre, et il y a une commission de Nous City. Ouais, voilà, il y a un petit peu, il y a un espèce de double modèle, effectivement économique. C'est une sorte, c'est ce qu'on essaie de construire, en fait, c'est ça, tout à fait, exactement. Et c'est un système de franchise individuelle, donc qui est un peu doux, parce que d'un côté on fait du commercial nous-mêmes, et du coup, voilà, et il y a aussi des contrats apportés par les growers. Donc c'est c'est comme la minuterie que j'ai interviewée il y a pas longtemps aussi, et qui a ça sur la conciergerie. D'accord. Tout à fait. Et donc c'est ce qu'on souhaite développer avec toutes les défis que ça nous apporte. C'est pas toujours facile, mais ce qu'on souhaite, donc le marché français quelque part était un marché test, et qu'on souhaite exporter avant tout en Europe. Voilà, vous avez des visées européennes. Ok. Ouais. Et comment vous financez tout ça? Par des levées de fonds, en fait, dont je ne m'occupe pas du tout, mais régulières. Donc je ne sais plus à la combienième José en est, parce que j'étais pas là depuis le début, mais il a participé à avec des investisseurs, en fait, donc qui ont été pour l'instant des investisseurs portugais. Jusqu'à maintenant, et je sais que pour l'instant c'est pour ça qu'on n'a pas d'informations en français, parce que j'ai pas trouvé d'informations justement là-dessus sur le financement. Non, parce que pour l'instant, ouais, tout à fait, pour l'instant c'était vraiment des investissements portugais, donc et qui vont sûrement évoluer pour un investissement plus international, justement pour pouvoir prendre plus d'ampleur. C'est l'idée. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu plus? Il me semble que c'était toi qui étais responsable, encore tu vas me confirmer, du projet UNESCO. Oui. Comment ça s'est passé? Comment vous avez eu le lien? Comment ça a été mis en place? Peut-être les écueils et puis les fiertés? Tu vas me raconter un peu la... Ouais, l'UNESCO, c'est une jolie histoire, une aventure. Là, il y a un peu plus de 2 ans, en fait, la ville de Paris a publié pour les pariculteurs, en fait, l'appel d'offres, en fait, sur le jardin disponible de l'UNESCO. Et quand j'ai vu le jardin disponible, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais c'est un projet parfait pour Nous City. Et on a foncé, on a répondu à l'appel d'offres, on a gagné. et je pense que j'avais un espèce de double instinct, parce qu'il voulait quelque chose de pas intrusif et moderne pour aller avec le bâtiment qui est, même s'il est pas jeune, il a des années 60, fin des années 60, et parce que nos bacs ont un look assez moderne, en fait.
en aluminium. Et ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire. Le deuxième chose. Ah si, c'était le côté international. Je me suis dit, entreprise portugaise, l'UNESCO, c'est quand même, voilà, c'est pas la France, c'est le monde entier. Et je sais pas, j'avais un bon feeling. Une bonne intuition. On mettra des photos dans l'article du podcast. Exactement. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, quoi, quand on connaît un peu le bâtiment. Voilà, ça change tout. Ah oui, ça a tout changé. Et du coup, à l'UNESCO, on a fait quelque chose qui n'est pas du tout au départ notre idée. C'est qu'on a fait un potager, donc en accord avec l'équipe responsable du projet là, à l'UNESCO, on a décidé de faire un potager productif. On a installé 160 bacs. Oui. Au départ, on en avait 155, peu importe. Donc, c'est beaucoup, parce qu'en général, pour vous donner une ordre d'idée, une entreprise, en général, c'est entre 10 et 20. Donc, ça peut être 20. Voilà. En moyenne, quelque part, c'est entre 10 et 20 bacs, suivant l'espace disponible. Là, c'est 160. Donc, c'était grand. On a réussi. On l'a installé donc en 2020, en début mars. Et on l'a installé en 5 jours, même pas, 4 jours et demi. Et juste après, le Premier ministre nous informait qu'on entrait en période, que c'était fini. Donc ça a été un petit peu particulier. On a vraiment eu le temps de l'installer et c'était un moment très beau, cette installation où une grande partie de l'équipe des growers est venue et de l'équipe du Portugal, tout le monde est venu en fait en France. Oui. Donc on a été tous là très actifs, on a tous monté ça en équipe, voilà, comme c'est des kits, hein, c'est assez facile à installer. Bon, sur 60, ça prend son temps, mais c'était quand même, voilà, il n'y a pas de système d'irrigation à installer. Enfin, on n'a pas eu de tranchée à creuser. Voilà, c'est juste poser des bacs sur de l'herbe. Ouais. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce jardin? On distribue des paniers de légumes par système d'abonnement aux collaborateurs qui le souhaitent, donc qui s'abonnent. Et c'est un système en fait de paniers distribués toutes les 2 semaines. Ok. Et là, donc, vous intervenez, parce que c'est pas vous venez, vous installez, vous partez. Vous continuez d'intervenir. Oui, là, on a notre grower parisien team, super team qui fait tout, qui vient entretenir le potager. Parce que alors là, du coup, il faut que ça pousse. Hein, on n'a pas le droit à l'erreur parce que forcément, c'est avec la saison. C'est Paris, c'est en plein cœur de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Vous pouvez le voir d'ailleurs de l'avenue de Suffren si vous passez à Paris. C'est assez joli à voir. On le voit à travers les grilles, parce que c'est un toit. Il y a des bureaux en dessous et des salles de réunion, mais c'est vraiment au niveau de la rue. C'est assez beau. Et là, il faut forcément que ça pousse, faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans les réservoirs d'eau, et il faut récolter. Donc tous les mardis après-midi. Si vous passez Suffren, vous n'aurez. Moi, je viens aider aussi en général, tous les mardis. Okay. Donc, on récolte et comme une AMAP, en fait, la totalité de la récolte, on la distribue, on la divise par rapport au nombre de paniers de gens inscrits et on distribue toute notre production. Et... Ok, hyper intéressant. Et j'ai une petite question sur, du coup, vous êtes une entreprise donc voilà, qui a certaines valeurs, qui vient vraiment reconnecter à la nature les urbains, on va dire les professionnels, les employés d'entreprises plus ou moins grandes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une mesure d'impact? Est-ce que vous avez une stratégie RSE ou une vision RSE et une manière de mesurer l'impact que vous avez, que ce soit au niveau du bien-être des salariés, que ce soit au niveau de l'empreinte carbone? Alors pour l'instant, ce qu'on mesure surtout, oui voilà, c'est vraiment la satisfaction de nos clients. En fait, c'est pour l'instant à notre échelle de petite entreprise, c'est ce qu'on a fait là très sérieusement depuis 1 an, c'est de parler avec chacun de nos clients et de mesurer vraiment leur satisfaction et de parler beaucoup avec eux. Donc on a un très très bon d'ailleurs, ils sont très contents et là où on voit que les gens sont heureux, c'est parce en fait, en gros, comme c'est une société de service en fait aujourd'hui, en fait, c'est qu'ils repartent pour une 2e année ou une 3e année de service avec Nous City.
Et je dirais, donc c'est non seulement avec Society, mais c'est aussi avec le grower, parce que c'est très très important que la liaison qui se fait humaine en fait. Et finalement, elle est très différente d'une ville à l'autre, puisque chacun a sa personnalité. Mais les liens se créent et on crée. En fait, on fonctionne avec des groupes WhatsApp ou Teams quand c'est des groupes inter-entreprises, mais en général, on a vraiment des groupes WhatsApp. Donc pour que les gens qui viennent au potager déjà soient motivés, puis puissent échanger entre eux en dehors de la visite mensuelle et l'animation mensuelle du jardinier. Et donc là, c'est vraiment échange de recettes, de bons conseils, si jamais ils font pousser des choses chez eux et qu'ils ont des soucis. Donc c'est une autre façon, entre guillemets, de communauté. De créer une communauté. Voilà. Et en tant que marketing manager, c'est quoi toi tes actions pour faire connaître Nous City? Parce que du coup là, par exemple, tu as vu un appel d'offres et tu y as répondu. Quelles sont un peu les autres grandes actions que tu peux mettre en place en communication ou en marketing pour soit trouver de nouveaux clients, soit trouver de nouveaux franchisés aussi peut-être? Est-ce que tu aurais comme ça 2-3 tips à nous donner? Oui, on a fait pas mal de. Enfin, en fait, bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup sur Internet, donc essentiellement sur Internet. Donc, on a travaillé un peu sur notre visibilité sur Google et retravaillé sur le site Internet. D'ailleurs, je suis encore dessus, et puis sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, sur les réseaux sociaux. Moi, je m'occupe un peu moins de ce qui est recrutement grower, quoique ça va avec, en fait, finalement. Parce que finalement, quelque part, nos clients business, je veux dire, quelque part, peuvent être aussi des clients particuliers. Donc, on est toujours un peu entre parler au B2C et parler au B2B et aller-retour, en fait. Donc, on jongle là-dessus avec nos budgets qui ne sont pas forcément très extensibles. Donc, c'est beaucoup sur la communication et beaucoup sur l'image, en fait, et l'image, le branding de Nous City. D'accord. Voilà, et assez important. Tu peux me donner justement un ou deux exemples concrets de justement ce que vous avez pu faire au niveau branding? Un truc dont tu serais fière, tu vois. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est justement un truc dont tu serais fière, et à l'inverse, un truc que vous auriez essayé, qui n'a pas fonctionné, ou vous avez appris en vous disant bon, c'est pas le fil à tirer, quoi. Ouais, parce que ce qu'on a fait, je pense récemment, qui est plutôt sympa, mais c'est vraiment très très récent, et que ma collègue Léonore, là, qui est vraiment en charge de tout ce qui est branding, a monté, c'est de lancer un magazine. Donc en gros, de rendre notre blog, on a un blog qui existe depuis le début, qui est très très fourni en conseils, mais en fait de le rendre plus beau avec un magazine exclusif qui va plus loin, avec vraiment des articles de fond sur ça peut être le bien-être à travers les plantes, comment se nourrir. C'est assez. Donc on vient juste de lancer un magazine qui est plutôt une belle chose, voilà, et qui fournit forcément notre blog aussi, mais qui est une jolie image. Ouais. Et ce qui est difficile pour nous, je dirais, et qui est un challenge, c'est plus le côté international, en fait. C'est toujours, c'est ce qui nous amène le plus de travail, c'est les traductions aussi, puisque il faut s'adapter culturellement, on peut pas toujours traduire exactement la même chose, et faire attention à ça, en fait. Ça, je pense que c'est le challenge de Nous City. On a un site trilingue, bien sûr, parce que portugais, français, anglais, depuis le début. Et donc je dirais même, il y a même deux challenges, c'est d'avoir ce site trilingue et de le maintenir en permanence, juste à jour. C'est beaucoup de travail. Et le fait aussi d'être à la fois B2C, B2B, c'est pas forcément facile non plus. De jongler, Donc, je dirais que c'est un peu nos défis. Oui, c'est ça. Ça rejoint la question des défis aussi. Et juste sur le site trilingue, c'est-à-dire que par exemple, vous sortez un article, à chaque fois, il est en 3 langues. Ouais. Alors, il était surtout en 2 langues. En fait, je dirais il était surtout en 2 langues pendant longtemps. J'avoue, notre partie anglaise a été moins privilégiée, mais on commence à retravailler dessus. Donc c'est
toujours minimum de langue et on a beaucoup d'articles sur nos derniers potagers, en fait, où tous les articles sur nos growers, tout est trilingue. Donc oui, c'est beaucoup de travail. C'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, qui veulent, avec Internet, il y a la tentation d'aller vite vers l'international ou en tout cas vers l'anglais, se dire c'est dommage d'eux. Est-ce que si on fait un petit focus là-dessus, tu peux me dire comment vous faites pour traduire? Est-ce que c'est que vous êtes bilingue ou trilingue en interne et que du coup, voilà, il y a quelqu'un qui est dédié et combien de temps ça vous prend? Parce que le temps pour connaître le métier, tu vois, le temps de créer un bon article de fond, c'est déjà pas mal. En plus, faire de la traduction. C'est un vrai défi. C'est un joli boulot, c'est un vrai défi permanent, je dirais. On est passé, je pense, par toutes les phases. On a écrit nous-mêmes au départ. Après, on n'avait plus le temps parce qu'on a grandi cette dernière année, donc on a trouvé des gens pour écrire. On est plus ou moins content, suivant les gens qu'on forcément. Puis même nous, comme on écrivait nous-mêmes, on n'est pas forcément des pros du SEO, donc voilà. Et puis après la traduction, c'est le même défi, parce que c'est très compliqué, parce que finalement il y a la traduction. Moi je comprends, je parle anglais. Je me débrouille en portugais, mais je le comprends, on va dire quasi parfaitement. Et finalement, si on traduit littéralement, ça peut pas du tout fonctionner en français. Du coup, ça veut dire passer beaucoup de temps à recorriger, retransformer. Et on le fait beaucoup en interne. Pas en vrai. Mais vous le faites en interne, ok. C'est-à-dire qu'on le fait en extérieur, mais quelquefois on est obligé de repasser par derrière parce qu'on n'est pas satisfait, parce que c'est pas juste, parce que c'est pas exactement. Donc finalement, je dirais que c'est j'allais de trouver des bonnes personnes. Ouais. Tu aurais un peu une idée comme ça? Est-ce que ça vous prend je pense que c'est vraiment intéressant pour les auditeurs, pour les gens qui justement font du SEO ou créent des articles ou se posent la question ou ont envie dans le fait de mettre en avant leur mission, leur stratégie RSE, de créer du contenu et des fois ça passe déjà pour commencer par des articles. Et moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de rencontrer des gens qui culpabilisaient en disant mais on met beaucoup trop de temps à écrire. Est-ce que tu pourrais me dire combien de temps ça vous prend entre l'idée de l'article et justement cette traduction, cette diffusion? Est-ce que c'est un jour, 2 jours, vous mettez 6 jours, tu vois? Est-ce que tu as un peu Ah oui, non, ça peut être beaucoup plus lent. Alors, du coup, comme on n'écrit plus ces derniers temps, on passait par des journalistes, en fait. Souvent, plus au Portugal, et je traduisais en français, ou on demande à quelqu'un de traduire. Donc c'est variable. Quelquefois, la personne est assez rapide. Ça peut être dans la semaine, mais quelquefois, ça peut être 15 jours, 3 semaines plus tard. Et puis après, il faut faire traduire. J'envoie aussi, quand j'envoie en anglais, à traduire, j'ai une traductrice super pour l'anglais, donc ça c'est bien. Elle est assez rapide, mais non, on n'est pas on n'est pas très très rapide. C'est jamais en une semaine, c'est forcément, je dirais un minimum de 3 semaines. Enfin, voilà. Je pense. Je suis content du résultat. Ouais, non, parce que sinon, si on veut faire trop vite, on va on va être en stress permanent. En fait, moi, je me suis partie sur l'idée que ça sort quand ça sort. En fait, voilà, non, mais sinon, c'est trop de stress. On fait plein de choses. Donc, si on se met trop la pression, on va le faire mal. Donc, comme l'idée, c'est que ce soit quand même un minimum bien, voilà, on le sort comme on peut, et puis voilà. Enfin, bon, c'est parti sur cette approche-là, mais parce que il y a le problème des traductions. Et voilà, c'est pas forcément rapide. C'est une contrainte, en même temps c'est intéressant, donc c'est bien de le faire, quoi. Ouais, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Il me reste les petites dernières questions à te poser. Est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs qui nous écoutent par rapport à ces questions business et impact et au fait de développer une entreprise? J'allais dire, elle n'est pas si jeune que ça, cette entreprise, mais une entreprise à taille humaine. De mon expérience NoCity, je pense que ce qui est bien, c'est quand on a une petite équipe comme ça, c'est si on a la chance d'avoir la même motivation commune. Ouais. Parce que NoCity a eu toutes ces années forcément des hauts et des bas, comme toute entreprise, et tout le monde est là parce qu'on a, je dirais presque que c'est
pas familial, mais presque, parce qu'on est, voilà, on est tous menés par le même, voilà, même motivation, parce qu'on sait qu'on fait du bien aux gens. Donc je pense que ça nous motive beaucoup. On sait qu'on vend, je sais pas, on vend quelque chose d'utile. Donc ça voilà. Donc ça, je pense que ça peut être une équipe de gens qui sont vraiment engagés autour de la engagés, motivés, c'est une chance d'avoir ça. Moi, je sais que je trouve que j'ai de la chance. Donc, même si c'est pas toujours facile, je pense que c'est là où on se serre les coudes parce qu'on sait qu'on regarde dans la même direction, quoi. Exactement. Donc, c'est important. Il y a pas la place aux jalousies voilà. Oui. C'est la chance par rapport à des grands groupes ou autres. C'est ça. Ok, super. Et est-ce que tu aurais une musique ou un film qui illustre ta vision du business positif? Une musique ou un film? Alors là, comme ça, non, j'avouerai que j'ai pas de musique. De business positif. Qui illustrerait même ta mission, tu vois. J'aime bien poser cette question parce que déjà, en plus j'ai vu que tu aimais beaucoup le monde de l'art aussi, il me semble. Oui, mais parce qu'on a une vraie, on va dire, culture ou affinité aussi pour le monde artistique et notamment le côté ciné et musique chez Cause. Et donc, business positif, forcément, est un peu coloré Cause aussi. Et du coup, j'aime bien poser cette question parce qu'il y a des très bons retours en fonction des personnes. Donc, c'est en fonction en fait de la personnalité, c'est des super choses qui ressortent. Donc, si tu veux prendre même une minute, même 30 secondes. Oui, j'ai réfléchi à ce qui pourrait. Oui, je sais. Non, j'ai pas de musique en particulier, mais ce que je peux dire, c'est que moi, je suis. Ce qui m'anime ou ce qui est assez positif pour moi, c'est peut-être parce que j'ai vécu longtemps, en fait, au Mexique et puis à Porto Rico. Ce serait des musiques assez latino ou même la salsa que j'ai découvert à Porto Rico. Donc voilà, ça serait quelque chose d'assez positif d'aller écouter un peu de salsa et de se mettre un peu de baume au cœur et d'aller danser quoi qu'il arrive. C'est ça. Je te rejoins complètement. Et écoute, ma dernière question, de ce que tu connais de cet écosystème des entreprises à impact ou même de tes clients, est-ce que tu aurais un acteur, une autre entreprise ou structure à me recommander pour ce podcast pour parler justement de comment développer une entreprise à impact ou parler business et impact tout simplement? Oui, alors là, j'ai pensé à quelqu'un qui est assez proche de Nucity et qu'on apprécie beaucoup. C'est Isabelle Sallusti qui a monté la Casa Sallusti, qui est une ferme hôtel sur les hauteurs de Nice. Oui, à Saint-Janet, je l'ai interviewée dans le cadre du projet citoyen que j'ai monté il y a quelques années qui s'appelle les Éthicuriens. C'est drôle que tu m'en parles. Ouais, mais en fait, il se trouve qu'elle a installé, donc elle a non seulement sa ferme, elle a aussi installé, je pense que c'est une vingtaine de bacs Nucity aussi. Ouais. Et je vois qu'elle se développe bien, ça me plaît ce qu'elle fait, je reste y aller. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore eu la chance. Pour les gens qui écoutent, c'est incroyable et c'est absolument magnifique ce qu'elle a construit de ses propres mains, femme seule qui est arrivée dans le sud avec ses 4 enfants. Elle a un parcours incroyable. Je mettrai le lien de son interview sur voilà. Ah ben voilà. Ben je pense que c'est la personne qui est très qui est assez proche de Nucity et de l'équipe et voilà. Génial. Écoute, ça fait très plaisir d'en entendre parler. Je la suis sur Instagram, casa.sallusti. Vous pouvez rêver en allant regarder ce compte qui est absolument magnifique. Ouais, qu'elle a l'air vraiment de bien développer. Ouais. Génial. Écoute, merci beaucoup pour tous ces partages, Hélène. Merci beaucoup, Mélodie. Puis très beau développement à Nucity en France et en Europe. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Je te remercie. Très bel été, très beau mois d'août. Salut. Voilà pour ma causerie avec Hélène Sobral. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.